Bon, c'est parti, on va continuer cette voiture, donc partie 2. Le but c'est de tout terminer, le montage du turbo, assembler tout ce qui manque. Si vous n'avez pas vu la partie 1, bon bah vous allez la voir directement, sinon c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je vais commencer par enlever toute cette partie-là, donc je vais démonter la console centrale. Ça, on s'en sert jamais. La centralisation, ça fonctionnait pas. Là, il n'y a pas de commande. Et l'horloge, on s'en fout. Donc ça, je vais enlever. Je vais faire une pièce en 3D à ce niveau-là. Et on va mettre toutes les jauges. Donc pression de turbo, température d'huile. Ça, c'est le genre de truc vraiment très très chiant à démonter. Mais quand il faut le faire, hein. Clac, hop. Bon, voilà ce que ça donne. Il faut faire les finitions, hein. On va mettre ça sur le tableau de bord. Voilà, ça rend comme ça, donc vraiment, c'est assez costaud, hein. Donc le plastique, c'est du PETG, je ne l'ai pas fait en PLA, comme ça va résister aux UV et puis à l'humidité, ça pètera pas. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre les jauges comme ça maintenant, une par une. 2 interrupteurs ici, et puis on scelle tout ça et on fait le raccordement électrique. Ok, donc j'avais quasiment terminé, il me manquait plus qu'une seule jauge qui est en fait la plus importante, donc il va aller là. Ça c'est la white band, en fait c'est ce qu'on appelle une sonde AFR bande large. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait il y a un capteur qui est une sonde qui vient directement dans l'échappement, une sonde à oxygène en fait tout simplement, de marque Bosch. Et elle vient capter le taux d'oxygène et elle le retransmet directement sous forme de rapport stoichiométrique. Donc en fait, elle vous dit si le mélange air-carburant est parfait, trop riche ou trop pauvre en temps réel. Et ça, pour régler un moteur modifié, c'est parfait. Donc on fixe ça et on installe le tableau de bord. Donc ça, c'est pour pas que l'air de la ventilation, là, puisque c'était une entrée pour la ventilation, sorte à l'arrière des compteurs et du coup que ça les réchauffe. Donc voilà, là c'est calfeutré, ça bougera pas. Là je dois montrer quoi? À peine 10% de ce que je fais, parce que sinon ça durerait beaucoup trop de temps sur une vidéo YouTube. Donc pour ceux qui veulent en voir plus, suivez-moi sur Facebook, il y a le lien dans la description. Voilà. Ça me plaît. Alors vous avez vu que j'ai dû enlever la pompe de direction assistée qui en plus fonctionnait pas très bien, hein, qui était une pompe de direction assistée mécanique. Hein. Et j'ai trouvé une pompe de DA là qui est électrique, qui était montée sur des 106 Saxo, avec un petit bocal là qu'on peut mettre où on veut, puisque j'ai juste à changer la durite. C'est très simple les pompes de DA, hein. Il y a juste une sortie avec la pression ici, là où il y a le bouchon, un retour à ce niveau-là, et puis le bocal ici. Là, il y a une alimentation, un plus, un moins, donc à mettre sur un plus après contact, et puis on aura une direction assistée électrique. Donc ça c'est la plaque fait maison pour recevoir la pompe comme ça. Donc j'ai fait des petits taraudages là pour venir se fixer sur 4 points. Donc la pompe vient se fixer là-dessus en rigide et ça c'est fixé à la caisse par 3 cils en bloc comme ça. Donc 3 cils en bloc comme ça au niveau de la caisse pour que ça puisse vibrer un peu. Et on est bon. Hop. Ok, donc c'est bon pour la direction assistée, normalement tout est bon. Donc c'est fixé en souple. Par rapport au tuyau d'origine, donc celui-ci c'était le même raccord là-bas, donc j'ai pu le brancher directement. Ça c'est le retour de la crémaillère, donc je suis venu le mettre directement sur la pompe. D'origine il y avait un bocal en fait, où le retour venait dans le bocal. Et ça c'était le départ, donc je ne l'ai pas gardé celui-ci, j'ai pris celui en fait qui allait avec la pompe, là 106 Saxo. Donc le retour retourne à la pompe directement. Et l'arrivée d'huile
passe là, il faut que ce soit au-dessus de la pompe forcément. Donc ce que je vais faire, je vais la remplir, on va la faire tourner là, je vais mettre une alimentation pour la faire tourner et vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de fuite. Et dès qu'elle est remplie, que le niveau est bon, je vais venir mettre ça avec un riselant là-bas. De toute manière, il n'y aura pas à y retoucher régulièrement ça, donc ce sera bon. Donc pour le radiateur de refroidissement, d'origine, il y a un tuyau qui part de là en bas et qui doit arriver ici. Sauf que maintenant, il y a le turbo à ce niveau-là et ça c'est brûlant. Donc ce que je vais faire, je vais fabriquer un raccord en inox qui va contourner le turbo avec 2 coudes en silicone qui vont relier le raccord en inox, le tube, aux entrées et sorties d'origine pour le radiateur. Donc voilà, là j'ai fini de souder mon raccord, ça a d'ailleurs fait une belle petite couleur là je trouve au bout, comme un truc un peu tuning là. Enfin bref, ce que je vais faire là, j'ai bouché avec un cil en bloc d'un côté, je vais le plonger dans une bassine d'eau chaude et je vais souffler par ce côté là, comme ça je vais vérifier s'il n'y a pas de petites fuites avec des petites bulles d'air qui vont apparaître. Il y a un problème. Impeccable. Je le monte. Voilà. Ça donne ça. Écoutez, moi ça me va. Ça passe pas trop proche du turbo. J'ai dû couper une patte du moteur de ventilateur, mais il tient par 3 autres, donc ça passe large. Et puis j'ai condamné aussi la sortie d'origine du vase d'expansion, qui servait en fait pour le remplissage, en conservant que une durite qui va partir de là jusqu'à ce niveau-là, qui va permettre en fait le dégazage et à la pression de circuler. Mais pour le remplissage, je ferai directement par là. Voir si le turbo tourne. Ça tourne un peu. En fait, ce que je fais là, je mets des petites poutrelles en bois qui tracent en fait l'axe entre le joint là de pare-brise et le haut de la calandre, en fait, ce qui représente le capot quand il est fermé. Pourquoi je fais ça? Parce que le but c'est que l'intercouleur vienne le plus proche du capot quand il va être fermé, donc pour que l'air soit bien forcé de passer par lui. Donc le but c'est de venir le mettre derrière les poutrelles, souder des supports, le mettre sur cil en bloc pour que ce soit bien fait quoi. Et comme ça on a un intercouleur nickel pour refroidir l'air du turbo qui va faire clac, clac, bam et direction le carbu. Alors maintenant on va s'intéresser au cœur du sujet, c'est-à-dire le carburateur. Première chose que je vais faire, je vais le démonter, on va en parler 2 minutes. Donc dans l'intérieur d'un carburateur, c'est fait à peu près comme ça. Il y a ce qu'on appelle le niveau de cuve, donc c'est le niveau d'essence qui va être à l'intérieur de la cuve ici. Et puis le flotteur qui va réguler l'admission d'essence. Donc dès que le niveau monte, le flotteur monte, ça coupe l'admission d'essence. Dès qu'il redescend, ça l'ouvre. Vous avez compris. En gros, ce qui se passe quand on vient mettre de la pression là-dedans, la pression va rentrer dans la cuve. Et du coup, il faut avoir une pompe à essence qui est assez puissante pour contrebalancer cette nouvelle pression qu'on vient rentrer dans la cuve, puisque d'origine on envoie l'essence à peu près 0,3, 0,4 bar avec une pompe manuelle, étant donné que vu que c'est une régulation mécanique comme ça, si on envoie 1 bar de pression, même en refermant avec en fait la force du flotteur, même en essayant de refermer le pointeau, les 1 bar ils vont passer. Donc on ne peut pas trop monter en pression d'essence, mais on a ce problème de la pression du turbo qui vient s'ajouter à ce niveau-là. Et donc si vous avez 500 grammes de pression de turbo et qu'il y a 300 grammes de pression d'essence, eh ben en fait l'essence va repartir dans le réservoir. Donc ça c'est un peu problématique. Donc voilà, par rapport au fonctionnement mécanique du carburateur, vous avez un petit peu compris comment ça se passe avec l'admission d'essence et la pression de turbo qui va arriver. Il y a 2 choses à modifier.
on va supprimer la pompe à essence mécanique et on va mettre une pompe à essence électrique. Une pompe à essence électrique standard, ça peut sortir à peu près 5 bars de pression. Donc là, on est largement bon puisque on va pas suralimenter l'arrivée avec le turbo à plus de 5 bars. Donc on est bon pour ça, mais comme vous avez vu, la régulation se fait mécaniquement. On peut pas envoyer 5 bars directement dans un carburateur, ça va déborder de partout, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut un régulateur. Donc il va être un régulateur un petit peu spécial qu'on appelle 1 pour 1. Donc c'est des régulateurs prévus pour fonctionner avec des turbos. En fait, le régulateur va transformer le 5 bars, on va dire, en 0,3 bars, donc une pression normale pour un carburateur. Mais par contre, il a une arrivée d'air qui lui vient du turbo, donc il a tout l'air du turbo qui lui arrive à ce niveau-là. Quand le moteur fonctionne en mode atmosphérique, donc par exemple au ralenti, à l'accélération, au début des phases d'accélération, il va envoyer 0,3 bars, donc le carburateur va fonctionner normalement. Mais dès que la pression de turbo va arriver, il va être au courant et il va augmenter de la valeur de la pression qui va arriver du turbo. Donc si on souffle à 0,5 bar de turbo, eh ben lui, il va ajouter ces 0,5 bars à sa pression d'origine, donc plus 0,3. Donc ça va nous donner une pression de carburant de 0,8 bar. Et là, vu que ça va s'annuler avec la pression qu'on ajoute du turbo plus la pression d'essence, on aura toujours une régulation qui va fonctionner mécaniquement, mais avec l'essence qui arrive à venir, puisqu'il y aura toujours plus de pression d'essence que de pression de suralimentation. Voilà, j'espère que vous avez compris, je ne peux pas être plus clair que ça. C'est en gros la principale chose à modifier, c'est une pompe électrique et un régulateur avec un taux de 1 pour 1 prévu pour fonctionner avec un moteur turbo carbu. Bon voilà, je vais pas trop saouler les gens avec ça. Moi, si on commence à parler de détails techniques, je pourrais en parler pendant 24 heures non-stop. Donc on va commencer par le démonter entièrement, le nettoyer parce qu'il est un petit peu dégueulasse. Et on voit pour la suite. J'arrive dans la voiture ce matin, qu'est-ce que je vois pas? Ça. Et ça, j'ai trouvé d'où ça venait. De ici. Il y a des souris dans le plafond. Voilà. Carburant remonté, à ce niveau-là, j'ai mis de l'époxy puisque j'ai supprimé en fait les volets de starter qui viennent embêter pour garantir l'étanchéité, puisque sinon ça allait fuir par la tringurilla. Donc j'ai vu que tous ceux qui faisaient des montages carbu, turbo, enlever les volets de starter. Donc ça c'est dégagé. Alors une pompe à essence électrique comme ça, c'est pas comme une pompe manuelle. Donc il faut changer des choses au niveau du réservoir. Donc là on est sous la voiture, ça c'est le réservoir. Et ça c'est les sorties d'essence. Donc il y a la sortie et le retour, qui sont des durites rigides en 6 mm. Sur une pompe à essence électrique, l'entrée elle est en 12 mm. Donc en gros, déjà, le diamètre est pas bon et en plus, ça vient prendre l'essence par le dessus du réservoir. Et le mieux, c'est quand même d'avoir une sortie au niveau du bas, puisque comme ça, vous êtes sûr que la pompe à essence est toujours alimentée et qu'il n'y a jamais de déjaugeage ou de choses comme ça, puisque ça supporte très très mal de tourner à vide. Alors le problème avec les réservoirs d'origine comme ça, c'est qu'il n'y a pas de sortie justement inférieure. Donc c'est pour ça que souvent les gens qui font des prépas avec des pompes à essence plus puissantes mettent des réservoirs, ce qu'on appelle racing, donc avec des grosses sorties sur le dessous en aluminium là. Mais moi je veux conserver ce réservoir, donc on va le démonter et on va le modifier. Ok, ça c'est bon. Alors on va enlever ça, qui est en fait tout simplement la jauge à essence, hein, et qui sert de départ, sortie, ça c'est pour les vapeurs d'essence. Donc on va regarder, voilà. Donc en fait c'est très simple, j'ai acheté ça, donc c'est un petit coup dans laiton, j'ai trouvé ça Castorama, hein. Petit coup dans laiton avec un petit raccord comme ça. Donc je vais percer un trou au fond là où il y a bien l'essence qui arrive, même quand il n'y en a quasiment pas.
Donc je vais percer un trou, je vais mettre le raccord, je vais le visser par l'intérieur de l'autre côté avec une rondelle en cuivre pour que ce soit bien étanche. De toute manière ça va serrer sur du plastique donc ce sera étanche. Et là je vais venir braser un bout de tuyau en cuivre de 12 mm. Donc c'est le même diamètre que l'entrée de la pompe. Voilà, donc ça donne ça les deux pièces. J'ai aussi brasé une petite rondelle en bronze sur la pièce qui va venir refermer là à l'intérieur du réservoir. Tout simplement pour que l'étanchéité elle se fasse du côté intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne se fasse pas sur la surface de contact ici, là, entre ici et l'extérieur du réservoir, puisque là on peut voir qu'il l'a frotté par terre déjà, donc la surface n'est pas très propre. Donc là ça va faire l'étanchéité de ce côté-là, donc sur une plus épaisse largeur, avec le côté intérieur du réservoir, donc qui est nickel. Donc c'est pour ça que je l'ai brasé. Bon, avant de remonter ça sur la voiture, j'ai quand même testé l'étanchéité, donc c'est bon, hein, il n'y a pas de problème, c'est bien étanche. Donc ça rend comme ça, raccord en 12 mm pour la pompe à essence. Et puis j'ai pu remettre la jauge d'origine, comme ça on garde l'indication au tableau de bord. Et voilà, ça reste bien d'origine, un vrai slipper. Bon, c'est terminé pour l'alimentation d'essence, donc ça part sous le réservoir là, hop. Ça vient tout le long, pré-filtre à carburant, super important quand il y a une pompe électrique. La pompe à ce niveau-là. Et puis après, ça part vers le régulateur. Et il y a le retour là qui passe au-dessus. Et qui arrive au-dessus du réservoir. J'ai dû repercer un trou plus gros pour que le retour se soit bien libre et que le carburant soit pas freiné et que ça empêche le régulateur de jouer son rôle correctement. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Il fallait aussi mettre la sonde lambda, j'avais oublié ça. Donc tout simplement, je vais la mettre ici. Il donne un angle sur la notice de 20 degrés minimum, pas la mettre à l'horizontale. Donc je pense que c'est pour pas que s'il y a des résidus de carburant qui passent dans l'échappement, que ça reste bloqué dans la sonde, donc qu'elle soit un petit peu orientée comme ça. J'ai pas de mérite. Ok, donc c'est bon, bah, je vais serrer ça après. Voilà, l'échappement est terminé là, hein. La sonde est installée, la bande thermique est mise, le turbo est monté, bon voilà. Donc on va faire le plein d'éthanol. C'est de l'éthanol, hein, c'est pas du pétrole. Hein. Ne vous inquiétez pas, bien se passer. Donc le régulateur de pression est branché, la pression de turbo pour l'instant n'est pas branchée puisqu'on va régler déjà le moteur en atmo 100% éthanol. Voilà, on va essayer la pompe, hein. Normalement. Alors, donc l'interrupteur pour la pompe c'est celui-ci. Normalement si j'appuie, ça marche. Ok, on va vérifier que ça déborde pas, ça déborde. Oh putain. Ah oui. Donc maintenant ce que j'ai fait, j'ai inversé, ça j'ai mis le retour et ça ce sera la pression de turbo. On va essayer. On va voir si c'est mieux déjà. Ouais, ça a l'air mieux. Ok, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc le contact est mis, on allume la pompe à essence et normalement on peut démarrer. Donc ça c'est la sonde avec... Donc ça c'est la richesse, donc 20 c'est beaucoup trop pauvre, mais c'est normal là parce qu'il n'y a pas de carburant qui passe, le moteur n'est pas démarré. Si c'est 10 c'est trop riche, il faudrait être aux alentours de 13-14. On serait dans une en sécurité à 13-14. Donc là le but c'est de faire chauffer un peu le moteur. On peut voir qu'on est beaucoup trop pauvre, là on est à 16-17, donc là on est trop pauvre, mais vu que le moteur est froid et qu'il n'y a pas de starter, c'est normal, on va le laisser chauffer et on va voir combien on a déjà avec une valeur de base. On peut voir
dès que j'accélère, ça devient beaucoup plus riche. Là, on est déjà beaucoup mieux. Là, ça revient un peu pauvre. Si je commence à accélérer, on est bien riche. Mais bon, ça, c'est des valeurs sans charge, en fait. Vu qu'on est au point mort, il faudra faire ces essais, bien sûr, sur la route, parce que ça change complètement. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Laetitia, tu sais que chaque part va peut-être se monter à plus de 100 millions. Alors sur les voitures comme ça, il y a ce qu'on appelle un master vac, donc c'est ce que vous voyez là-bas, qui sert en fait d'assistance au freinage, et ça fonctionne avec une dépression. Donc les moteurs comme ça atmosphériques ont une dépression qui se fait dans la pipe d'admission en fait lorsque le moteur fonctionne, et donc le master vac est relié directement à la pipe d'admission pour avoir cette aide au freinage dès que le moteur tourne. Là on est passé sur un moteur turbo, donc on n'aura plus une dépression mais une pression, donc ça ne fonctionne plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai installé une pompe à dépression. Donc cette pompe, dès qu'on met un plus et un moins à ce niveau-là, elle tourne, elle fait sa dépression, donc elle fonctionne correctement. Mais le seul problème, c'est qu'elle s'arrête jamais. C'est-à-dire que dès qu'on n'utilise pas les freins, en fait, donc la plupart du temps, elle va faire la dépression maximum et elle va continuer à forcer. Et avec une utilisation comme ça, elle va vraiment pas durer longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est un système pour qu'elle s'arrête automatiquement dès que la dépression est faite. Bon. Il y a quelques années, je m'étais lancé dans la fabrication d'un moteur à vapeur, donc avec un distributeur à tiroir. Donc c'est les restes de ce moteur, donc ça c'est le cylindre avec le piston à l'intérieur et la tige coulissante là. On va s'en servir pour faire le contacteur. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne putain de bien. Est-ce que c'est étanche? Par contre, ouais, c'est ça le problème. Bon, j'avais fait les ajustements il y a quelques années, je maîtrisais pas encore trop bien l'usinage, donc le piston n'est pas parfaitement étanche, donc vous avez vu que ça suffit pour le faire rentrer, mais il va y avoir une perte de dépression à ce niveau-là, donc je vais le démonter, on va mettre un joint torique. Voilà. Voilà. Voilà, test final. Voilà, ça marche bien. On peut voir que ça fuit pas puisque la pression redescend pas. Et si on lâche, voilà. Donc c'est bon, c'est terminé, ça ressemble à ça. Donc j'ai imprimé une petite pièce en 3D pour avoir le contacteur à ce niveau-là. En fait, on peut régler la puissance de la dépression en déplaçant cette pièce sur la tige du piston. Donc plus on la met bas, plus ça va s'arrêter tôt, et plus on la laisse haut, plus le ressort va se comprimer, et plus on va arriver à une forte dépression. Donc je vous le mets en route pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Si je le déconnecte, ça fait ça. Dès que je le reconnecte, voilà. Voilà, donc c'est une régulation automatique. Je le fixerai peut-être un peu mieux plus tard. Donc là, il y a la dépression dans le circuit de frein. Si j'appuie par exemple sur la pédale de frein, on va l'entendre se déclencher. Voilà. Là, qui s'est arrêté. Bon là, ce qu'il faut faire, c'est relier la sortie du turbo à l'entrée de l'intercooleur en y mettant une dump valve comme ça. Donc j'ai acheté sur AliExpress. Je pense pas qu'elle soit made in USA vu les écritures sur le carton.
C'est pas grave, on va souder ça là-dessus, faire des coupes pour que ça tombe bien en face, puisque là c'est pas aligné, et ce sera bon. Abonnez-vous, c'est gratuit, hein. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai fait le raccord en aluminium là avec la dome valve ici. Ça c'est une sortie pour la sonde de pression de turbo. Bam, ça rentre dans l'intercooleur. Ça passe ici. J'ai fait un trou dans le capot pour refroidir ça. Et puis ça sort là au niveau du carbu. Alors pour le carbu, je suis venu imprimer comme ça une grosse plaque en PETG, donc ça résiste aux hydrocarbures, qui vient faire cale en fait à ce niveau là. Donc il y a un joint en dessous. Donc là ça vient, ça fait cale comme ça. Ensuite une plaque en acier ici qui sera serrée, en fait tout est comprimé, après c'est plaqué en sandwich. Et puis là je vais faire un tube diamètre 50 qui part bien droit face à l'intercooleur. Un petit bout de durite et on est bon. Voilà, donc ça c'est fait. Juste un bout de durite maintenant entre les deux. Tout est terminé. Je vous montre demain quand il fait jour. Alors, ah oui, je voulais parler de ça. La wastegate du turbo, elle est d'origine et elle n'est pas réglable. Il n'y a pas de vis écrou contre écrou. Donc en fait là le turbo est taré à sa pression d'origine qui je pense doit tourner autour de 1 bar pour un turbo diesel de ces années-là. Autant vous dire que sur un moteur comme ça des années 80 avec 200 000 d'origine Atmo, quand on va lui mettre 1 bar de suralimentation, je pense que c'est assez. Bah voilà, hein. C'est parti, on va faire l'essai. Bon, on va quand même faire la pression des pneus avant de partir faire l'essai. Toujours respecter les préconisations constructeurs, hein. Toujours. 2, 4, 2, 1. Toujours. Il y a ça aussi comme problème. Voilà. Comme neuve. Je sais pas si c'est très aérodynamique tout ça. Bon là c'est démarrage éthanol et sans starter. Hein. Donc il fait pas très chaud. Forcément ça démarre pas au quart. Ah oui, il fait froid, démarrage à froid l'éthanol, c'est pauvre. Il faut faire ça quand on démarre à froid. À chaque fois qu'on fait ça avec l'accélérateur, on envoie une lichée d'essence, la pompe de reprise du carbu elle envoie une lichée d'essence, donc ça enrichit à mort. Donc ça remplace le starter en fait. Ouais, là il tourne bien. Par contre la wastegate, la dome valve est complètement ouverte. Alors je sais pas si je l'ai branché au bon endroit sur le circuit de dépression, je sais pas. Si ça casse, c'est pas de ma faute. C'est la faute du destin, c'est la fatalité. Si ça casse, c'est la fatalité. Premier essai. Donc je fais une petite correction sur le carbu. Le problème c'est que la pression d'air, elle n'arrive pas assez tôt dans la cuve. Donc elle passe plus naturellement en fait dans les bus du carburateur que d'aller rejoindre les petits trous pour jusqu'à la mise à l'air en fait. Donc je vais lui faire des tuyaux qui vont remonter dans l'intercooleur et qui vont forcer la pression dès qu'elle arrive, avant qu'elle atteigne le carburateur, à pressuriser la cuve. Donc au passage, je vais repercer un peu les gicleurs puisque là c'était trop pauvre. Hein. Donc j'avais noté de combien je les avais augmentés. Donc le principal fait 132, donc c'est celui-là. Je l'avais repercé à 155. Le deuxième corps 140, j'avais fait 180. Donc là on va faire sur le principal 165. Donc là, déjà pour commencer, j'ai fait un petit trou dans la durite là.
Donc là j'ai agrandi au maximum le passage et on va la mettre comme ça. Bon, ça donne ça. On va essayer. Bam, allez. Deuxième essai avec les réglages faits maintenant. Bon, c'était encore un peu trop pauvre quand la pression de turbo montait trop. On va terminer le réglage avec ça, un bouchon de stylo bic. Bon, voilà comment ça se présente. Donc le bouchon est mis en force dans la durite que j'ai remplacée par une plus grosse. Comme ça, ça va vraiment forcer plus d'air à rentrer par là. Donc théoriquement, ça devrait enrichir quand il y aura de la surale. Bon, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Quand on lui demande
fume. Faut pas que ça prenne feu.